nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro des rendez-vous éco-responsables dédié aujourd'hui à l'égalité femmes-hommes. Alors l'égalité femmes-hommes est un sujet majeur, c'est même l'objectif numéro 5 de développement durable des Nations Unies. C'est un thème qui s'est imposé dans de nombreuses sphères ces dernières années. En politique, la parité s'est imposée sur les listes électorales. En entreprise, nous avons désormais des index mesurant l'égalité salariale. Des quotas ont également été instaurés dans les conseils d'administration à l'échelle européenne et dans les comités de direction à l'échelle française. Et bien sûr, la diversité s'inscrit aussi dans le paysage de l'épargne, car les investisseurs sont de plus en plus soucieux d'allier impact social et performance économique. Or, certaines études mettent en avant une corrélation positive entre la présence des femmes dans les comités exécutifs et les performances économiques et financières des entreprises. Alors, pour aborder et débattre de ce vaste sujet, nous avons le plaisir d'accueillir 3 femmes aujourd'hui, 3 femmes très investies sur ces enjeux. Camille Barré, vous êtes analyste ESG chez Mirova. Mirova, c'est une filiale de Natixis entièrement dédiée à l'investissement durable. Nous accueillons également Soliane Varlet. Vous êtes gérante de fonds thématiques et multithématiques chez Mirova et vous êtes notamment à l'origine de la stratégie diversité mise en place depuis 2019. Nous accueillons aussi Fanny Benedetti. Vous êtes directrice exécutive d'ONU Femmes France. ONU Femmes France est une association qui appuie l'action des Nations Unies en faveur des droits des femmes et de l'égalité des genres. Alors, peut-être pour commencer, je me tourne vers vous, Camille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous intégrez les critères ESG dans les stratégies d'investissement de Mirova ? Bien sûr. Alors, comme vous dites, Mirova est une société de gestion spécialisée dans l'investissement responsable. Donc, ça veut dire qu'on a une double matérialité quand on regarde une entreprise. Donc, on va voir l'impact de l'environnement sur l'entreprise, mais aussi l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Donc, notre approche est une approche risque-opportunité liée aux objectifs développement durable. Donc, on va voir est-ce que les produits et les services de l'entreprise vont avoir un impact positif ou négatif sur l'atteinte des objectifs développement durable et comment leur politique développement durable et leur plan d'action mis en place vont éviter d'avoir un impact, eux, sur l'environnement et le social. Un exemple, peut-être ça va être plus facile pour illustrer tout ça. Donc si on prend par exemple, alors bien sûr il faut aussi avoir en tête que chaque entreprise, chaque secteur n'ont pas les mêmes enjeux. Donc par exemple si on va prendre un de mes secteurs qui est la mobilité, les enjeux sont pour les opportunités d'aller vers une transition écologique de la mobilité, des mobilités vertes. Donc on va voir plutôt des entreprises qui vont essayer d'aller vers des véhicules électriques, hydrogène, transport en commun, mais pas que, mobilité douce aussi, bicyclette, trottinette, etc. Mais les risques, ils sont aussi très présents, déjà avec des usines, donc quels sont les impacts sur l'environnement, rejet d'eau, pollution, émissions carbone. On a aussi toute la chaîne d'approvisionnement, on le voit avec les derniers événements, la pandémie, l'invasion de la Russie avec l'Ukraine, c'est vrai que c'est un peu compliqué, qui a fait des impacts sur les matières premières. Donc on regarde comment aussi ils vont gérer toutes ces problématiques-là. Donc plein d'enjeux, plein de risques à regarder pour être sûr qu'il y a un impact positif sur les objectifs de développement durable en termes d'opportunités, mais aussi qui mitigent leurs risques au maximum. Alors très bien, vous, Soliane, vous avez fait le choix de la diversité. Pourquoi? Et puis très concrètement, comment est-ce qu'on fait pour investir dans l'égalité femmes-hommes? Alors pourquoi? Parce que chez Mirova, pour l'ensemble de nos stratégies, on a un double objectif. On a un objectif de performance financière et on a un objectif d'impact social et environnemental. Et c'est un double objectif qu'on peut tout à fait atteindre justement avec cette thématique de la diversité. Après, comment est-ce qu'on investit? Alors nous, on a fait le choix d'investir sur des sociétés qui vont promouvoir les femmes à des postes de direction. Donc on va vraiment regarder la diversité au niveau des organes de direction. Alors pourquoi? Parce que la diversité au niveau du top management, on pense que c'est la meilleure illustration de l'engagement d'une société en faveur de la diversité. Ensuite, parce que souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un effet de ruissellement, c'est-à-dire que plus vous avez de diversité au sein du top management, plus vous allez en avoir au niveau inférieur de l'entreprise. Et la troisième raison, c'est compte tenu du lien qu'il existe entre
plus de diversité au sein de l'entreprise et notamment au niveau du top management et une meilleure performance économique de l'entreprise comme vous l'avez signalé en introduction. Alors après, on a des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs. Alors nos critères quantitatifs, c'est on va sélectionner, enfin on va vouloir avoir dans les entreprises dans lesquelles on va pouvoir investir, soit des entreprises qui vont avoir plus de 30% de femmes au sein du comité exécutif. Et ça se compare à en moyenne 15% pour les grandes sociétés cotées. Ou alors on va vouloir avoir dans notre univers d'investissement des sociétés qui vont être dirigées par une femme, donc une femme directrice générale ou directrice financière. Et la troisième chose qu'on va regarder, c'est on aime bien les sociétés dans lesquelles vous avez un bon équilibre entre le pourcentage de femmes dans l'effectif global et le pourcentage de femmes au niveau du comité exécutif. Une fois qu'on a cet univers des possibles, évidemment, on va faire une analyse financière et évidemment, on va faire aussi une analyse qualitative des pratiques mises en place en faveur de l'égalité au sein de l'entreprise. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ça, toute cette analyse qualitative, c'est fait par Camille. D'accord. Alors, j'ai quand même une question. Est-ce qu'on peut vraiment dire que les entreprises qui respectent la parité ou favorisent la parité ont des performances financières meilleures que les autres? Peut-être Fanny, est-ce que vous pouvez nous répondre? Alors oui, tout à fait. Je pense que le constat et les chiffres sont clairs, montrent effectivement une corrélation très forte entre la diversité de genre, notamment, pas que, hein, mais c'est le sujet donc, qui nous occupe. Et on atteint même un différentiel au niveau des performances des entreprises qui peut atteindre plus de 48% entre les moins diversifiés au niveau du genre, encore une fois, et les plus diversifiés sur ce plan-là. Donc c'est énorme. Et bon, les raisons sont multiples. C'est effectivement un facteur d'innovation, notamment, dans les entreprises et donc forcément de meilleurs résultats, de diversité, de meilleure aussi cohésion, de meilleur travail d'équipe, de meilleure complémentarité des talents, de maximiser aussi la base des talents en ressources humaines, c'est très très important. Donc il y a tout un tas de facteurs qui font que effectivement cette diversité sur le plan du genre, elle est essentielle et elle se voit très très clairement et c'est plus contesté je pense, puisqu'il y a de nombreuses études qui datent maintenant de au moins 10 ans sur la corrélation entre la diversité et les résultats des entreprises. D'accord. Peut-être pour rajouter une étude de McKinsey qui sort tous les ans, qui est assez intéressante, notamment cette année. Elle a montré que les femmes qui sont plutôt dans des rôles managériels vont plus demander à leurs employés comment ils sont en termes de charge de travail, de bienveillance, de burn-out, qui a été le gros sujet aussi qu'on a pu voir avec la pandémie, qu'il y en a eu beaucoup plus de cas. Donc c'est vrai qu'on voit aussi qu'il y a une meilleure rétention des employés dans l'entreprise quand une femme est à certains postes et qui vont faire plus attention à leurs employés. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, vous avez noué un partenariat entre Mirova et ONU Femmes France. Fanny, peut-être que vous pouvez nous expliquer ce que fait concrètement ONU Femmes France et nous donner peut-être l'exemple d'un projet sur lequel vous êtes particulièrement investi. Oui, tout à fait. Alors, 2 mots sur ONU Femmes, parce que ONU Femmes, c'est l'entité globale donc, des Nations Unies qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans, donc très tard, hein, à l'échelle des Nations Unies, pour promouvoir l'égalité femmes-hommes et l'autonomisation économique des femmes. Donc c'est un mandat mondial, global, puisqu'on remarque que dans aucun pays du monde l'égalité de genre existe, même dans les plus avancés. Et donc cette création tardive provenait du constat que finalement les inégalités de genre bloquaient l'agenda onusien au-delà de cet objectif-là, c'est-à-dire les 17 objectifs du développement durable, avançaient lentement, en grande partie à cause de cette stagnation sur l'égalité femmes-hommes. Donc nous, on a été créé assez rapidement après, donc en 2013 exactement, en France, pour sensibiliser le grand public français aux enjeux de l'égalité femmes-hommes, pour également influencer les politiques publiques dans le bon sens avec les données, les analyses à l'appui, puisqu'on bénéficie bien sûr de beaucoup de chiffres et d'analyses genrées au niveau global, et donc faire appuyer certainement les autorités dans le sens de plus d'égalité, bien évidemment.
On répond également à de nombreuses demandes d'auditions parlementaires et autres, donc on joue ce rôle-là. Avec, bien sûr, on donne l'éclairage un peu global sur les enjeux d'égalité. Et puis enfin, pour aider à financer les programmes de l'entité, donc au global, dans plus de 110 pays. C'est les pays qui ont le plus besoin d'aide, donc les moins avancés justement sur les index d'égalité. Et juste un mot là-dessus, effectivement, cet enjeu qui est reconnu donc, mondialement hein, des inégalités de genre est pourtant le moins financé. Donc je donnerai des chiffres si vous le souhaitez un peu plus tard, mais réellement il y a un vrai enjeu de financement de cet agenda-là, tant au niveau national qu'au niveau global. Et vous auriez un exemple de projet Oui, pardon. Non. Je vais vous donner un exemple concret. Donc nous, bon, c'est très vaste l'action d'ONU Femmes puisqu'on traite d'au moins 6 thématiques globales qui sont repris d'ailleurs dans l'agenda Génération Égalité qui a été lancé en France l'année dernière. Et donc, on travaille essentiellement sur l'autonomisation économique des femmes, la lutte contre les violences, le leadership, notamment en politique et dans les sphères publiques et privées des femmes. Donc, ça rejoint aussi ce que fait Mirova avec les femmes dans les sphères décisionnelles, les femmes dans le rôle des femmes dans la transition climatique. Donc, je vais vous donner un projet là-dessus qui rejoint un peu tous ces objectifs. C'est un projet qui s'appelle Buy from Women. Et c'est un projet qui a été lancé en 2016 au Rwanda et qui vise à autonomiser et à renforcer plutôt le rôle des femmes dans les territoires ruraux, donc en Afrique essentiellement, mais pas que, maintenant ça s'étend dans les autres continents, en leur donnant accès au numérique et surtout en les aidant à pouvoir accéder donc, à des services financiers en ligne. Avec notamment comme outil leur téléphone portable. Elles ont accès à des prévisions météo, elles ont accès à du crédit, elles ont accès à des paiements et elles ont accès surtout au marché le plus directement possible et sans intermédiaire. Donc ça, c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur, qu'on vient de renforcer avec un partenariat avec notamment le groupe Orange en France et enfin dans le monde. Et donc on va essayer de bien sûr le faire monter oui, en importance et en rayonnement aussi dans différentes régions. Parce que justement, les femmes en milieu rural, c'est des actrices clés de l'économie, notamment dans ces régions-là d'Afrique de l'Ouest où elles ont un rôle clé donc, dans l'économie, mais elles n'ont pas souvent accès à ce qu'on appelle des intrants nécessaires à développer leur activité. Et on sait aussi que les femmes, notamment dans cette région d'Afrique de l'Ouest, réinvestissent 90% de leurs revenus dans leur communauté, dans le développement de leur communauté. Donc, bravo, super sujet, ça ouvre des perspectives. En parler longtemps, oui, je vous vois passionnée. Peut-être pour revenir à Mirova, Soliane, quel est l'intérêt pour vous de ce partenariat avec ONU Femmes France? Pourquoi c'est important pour vous, pour Mirova? Déjà, nous, on est très heureux, on est très fiers d'avoir ce partenariat avec ONU Femmes. Après, pour nous, l'impact, c'est extrêmement important quand on investit. Donc, on a de l'impact déjà via nos critères de sélection des entreprises. On a aussi de l'impact parce qu'on fait de l'engagement avec les sociétés, quand on pense qu'on peut améliorer les pratiques sur les 3 piliers E, S et G et aussi évidemment bien sûr sur la diversité. Redites-nous E, S et G pour nos internautes. E, environnement, S, social, sociétal et G, gouvernance. Pardon. Non. Et 3, pour nous, ce partenariat avec ONU Femmes, c'est une façon extrêmement concrète d'avoir de l'impact et c'est aussi très complémentaire. Parce que nous, à l'échelle de Mirova, on est très sur des grandes entreprises dans des pays développés. Là, on est sur des projets qui sont à taille beaucoup plus humaine et plus d'ailleurs sur des pays en voie de développement. Donc c'est très complémentaire et très concret comme façon d'avoir de l'impact. D'accord. Alors peut-être pour élargir un peu le sujet, au-delà de l'égalité femmes-hommes, est-ce que la diversité au sens large, globalement, peut être une thématique d'investissement? Camille? Absolument, et c'est ce qu'on commence à élargir. C'est vrai qu'on est parti d'abord sur la thématique égalité femmes-hommes, et c'est
dans les sujets de la diversité, la partie la plus développée. Il y a quand même des indicateurs et des politiques qui sont mis en place sur le sujet, mais il y a plus que ça sous le chapeau du terme diversité. Il y a la diversité raciale, il y a la diversité âge, il y a aussi tout ce qui est les personnes en situation de handicap. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs thématiques qu'on commence à élargir, mais après on arrive aussi à une difficulté que pas toutes les entreprises, notamment par des lois dans certains pays, qui font qu'ils ne vont pas tous publier sur chacune de ces informations-là. Par exemple, donc là on essaie d'élargir aux États-Unis, regarder de plus en plus les indicateurs reliés aux minorités. Donc aux États-Unis, notamment avec les Black Lives Matter, c'est quelque chose qu'ils ont de plus en plus commencé à regarder, publier. Il y a des objectifs, beaucoup de grandes entreprises ont commencé à aller plus loin, dire qu'il y a tant de pourcentage de minorités dans le management, dans le comité exécutif, etc. Mais par exemple, en France, la loi de la récolte des données sur l'ethnicité n'est pas possible pour les entreprises, donc on n'a pas cette information-là. Donc on essaie d'élargir, de regarder plus loin, mais c'est vrai qu'on est aussi un peu freiné par ce que publient, ce que vont mettre en place les entreprises, mais on voit que chacune d'entre elles vont plus loin parfois que juste la loi, et donc ça aussi montre leur intérêt pour la bienveillance de leurs employés. Finalement, l'enjeu de l'égalité femmes-hommes ne fait plus vraiment débat. Enfin, la question, c'est vraiment d'avoir des mesures pour y parvenir. Est-ce que vous avez des pistes, Fanny, en ce sens? Oui, vous avez raison. En effet, maintenant, il est question de donner les moyens d'agir et des pistes concrètes. Donc, je vais vous en proposer quelques-unes. Ouais. Tout d'abord, le leadership qu'on a évoqué. Donc ça, c'est vraiment essentiel que le leadership au plus haut niveau d'une structure, d'une entreprise notamment, soit à l'impulsion d'une stratégie en faveur de l'égalité femmes-hommes. Ensuite, nous, à ONU Femmes, ce à quoi on travaille beaucoup, c'est déjà d'avoir les données. Donc, on en a parlé, mais les données sont essentielles, des données sexospécifiques, des données genrées, parce que sinon, on ne peut pas avoir de benchmark et on ne peut pas mesurer les progrès ou les reculs, d'ailleurs. Et ça nous paraît très, très important. Et donc déjà, une fois qu'on a ça, effectivement, il faut pouvoir faire un travail de plaidoyer qu'on mène, donc nous, au niveau des institutions publiques, et convaincre, un travail de conviction, de changement des mentalités qui nécessairement prend du temps. Et donc, il faut pouvoir, nous, notre objectif, c'est d'accélérer les progrès. Donc, effectivement, on lance des initiatives qui permettent de fédérer des acteurs qui sont multi-acteurs. Donc, c'est pour ça qu'on considère notamment que l'entreprise est un acteur clé pour faire bouger les lignes et permettre aussi de dégager des moyens qui, comme je vous le disais, sont quand même manquants pour le moment. Notamment les moyens publics, hein, puisqu'on sait qu'au niveau global, c'est moins de 0,1% du budget de l'État en général qui est consacré à ces questions-là. Donc on a encore beaucoup de marge de progrès et il n'y a pas de solution miracle, malheureusement, j'aimerais bien vous en donner, mais c'est vrai qu'il y a aussi une question d'expertise dédiée à ces sujets. Hein. On parle des moyens, je pense que c'est donc le troisième point que je voulais mettre en avant. Les moyens doivent correspondre à l'agenda, ce qui n'est absolument pas le cas pour le moment. D'où l'importance de ce que fait Mirova, de pouvoir intéresser les investisseurs à ces sujets-là qui sont vraiment déterminants pour le futur et pour l'agenda au sens large, notamment les enjeux climatiques qui sont très liés aussi aux enjeux de genre. Très bien, alors on va peut-être s'interrompre quelques minutes pour prendre des questions des internautes. Je crois qu'il y en a beaucoup, on va en prendre une première. Alors en termes d'égalité femmes-hommes, quelles sont les actions mises en place si une entreprise ne répond plus à vos critères de sélection? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être Camille ou Soliane? Alors je peux commencer, mais oui. on va répondre toutes les deux, parce que moi je peux vous dire ce qu'on fait si vraiment à la fin une entreprise ne répond plus à nos critères de sélection, oui. On la garde pas. Mais entre le moment où on découvre que l'entreprise ne correspond plus à nos critères et le moment où on la vend, il y a quand même tout un travail qui va être fait par Camille et les équipes de recherche pour s'assurer qu'effectivement on ne la garde pas en portefeuille. Alors, donc déjà, comme on a dit, dans les critères de sélection, on a 3 indicateurs quantitatifs.
Et bien sûr, on a du qualitatif. Donc on ne va pas juste regarder est-ce qu'il y a 30% de femmes au COMEX, et s'il y a 30% de femmes, ils ne font rien à côté, ce n'est pas suffisant. On veut qu'il y ait des politiques mises en place, c'est ce qu'on disait, il faut mettre aussi les moyens derrière. C'est aussi pourquoi on regarde beaucoup le qualitatif et pas le quantitatif, parce que c'est aussi assez volatile. Quand on regarde le COMEX, ça change assez facilement. Une personne part, une personne rentre. Tout de suite, les chiffres peuvent changer assez rapidement. Donc déjà, quand on a sélectionné l'entreprise pour rentrer dans notre fonds, on va déjà faire un call, un point avec eux pour leur dire voilà ce qui est important pour nous, pourquoi ils font partie de notre fonds et quelles sont nos attentes sur le sujet. Et si jamais voilà, leurs critères descendent, techniquement, déjà en termes de qualitatif, ils sont plutôt robustes. Ils ont des formations, ils ont une sélection une sélection assez robuste pour sélectionner leurs employés. Ils font beaucoup de choses. Mais donc, si leurs critères descendent, on va faire un point avec eux pour comprendre la raison derrière pourquoi. Et si jamais, on va leur dire quels sont les objectifs, est-ce que vous allez remonter ces chiffres, est-ce que vous avez mis en place des choses pour essayer de retrouver cette cible que vous avez auparavant. Donc on essaye de vraiment faire de l'engagement avec eux pour comprendre, pour être sûr que ce n'était pas juste un changement de COMEX et que ça va remonter dans le futur et que les politiques qu'ils ont déjà mis en place sont en train de marcher. On voit une évolution de leur côté. Donc on a compris du qualitatif et du quantitatif. Peut-être une deuxième question des internautes. Alors, vous semble-t-il que certains pays soient particulièrement à la pointe sur le sujet d'égalité femmes-hommes et plus globalement de la diversité? Peut-être Fanny ou Camille? Moi, je veux bien dire deux mots, mais sans citer les pays, parce que en fait, comme je le disais, je voulais le redire, il n'y a aucun pays au monde donc, qui a atteint l'égalité. Hein, donc c'est un chantier même dans les pays les plus avancés. Donc on a quand même souvent comme modèle les pays d'Europe du Nord qui sont très égalitaires, de culture en tout cas très égalitaires, et qui a quand même permis des avancées qui inspirent les autres. Notamment, je peux citer par exemple le congé paternité, le congé parental même, qui a été vraiment développé dans ces régions d'Europe du Nord donc, et maintenant qui ont inspiré de nombreux pays dans le monde. Mais il y a également par exemple l'Espagne qui a inspiré aussi notamment la France dans l'investissement qu'elle a mis sur la lutte contre les violences faites aux femmes, et donc son plan d'action a été quand même a beaucoup inspiré en Europe. Donc voilà, il y a des régions qui, en fait, les indices de développement humain nous montrent que quand même on avance, mais encore une fois, ce que je vous disais, globalement on avance. Il y a quand même quelques reculs, hein, on en voit souvent, donc ce n'est pas non plus des droits acquis dans toutes les régions du monde, mais on avance beaucoup trop lentement, voilà, globalement. Mais... Camille, vous vouliez rajouter? Pour rajouter sur plutôt le prisme entreprise, même si on les voit avec différents pays, régions, c'est vrai que globalement l'Europe est plutôt avancée sur le sujet. Alors, petite parenthèse, c'est vrai que quand on regarde les écarts de rémunération entre femmes et hommes, c'est le Luxembourg qui est le premier et non pas les pays nordiques. Donc on peut aussi être un peu surpris des fois par... c'est pas que les pays nordiques qui sont les meilleurs, mais c'est vrai que l'Europe notamment a mis beaucoup de lois en place. La France est très bon sur la partie nombre de femmes administratrices. Donc plus de 45% en France, notamment grâce à une loi qui passe en 2011, la loi Copé-Zimmermann, qui a permis d'être avancée. Et récemment, une loi vient d'être passée au Parlement fin 2021, la loi égalité professionnelle, loi égalité économique et professionnelle réelle, qui vont faire que des quotas sont fixés sur 30% de femmes au management pour 2027 et 40% pour 2030. Donc on voit que la France et l'Europe avancent sur les sujets, mais comme on disait, la diversité, ce n'est pas que l'égalité femmes-hommes, mais aussi il faut prendre en compte de plus en plus les rémunérations. On faut prendre de plus en plus en compte les minorités. C'est ce que dit aussi le deuxième rapport du GIEC, qui dit qu'il faut prendre en compte tout le monde pour qu'on fasse cette transition écologique ensemble, et qu'on voit que malheureusement l'Europe sur ce côté-là est pas en avance. Le UK un petit peu, un côté un peu anglo-saxon, un peu comme les États-Unis qui le regardent, mais en Europe non. Et après, si on regarde le continent asiatique, alors là on a encore plus de retard. Ceux qui ont les plus gros écarts rémunération femmes-hommes, le Japon et la Corée, c'est les plus hauts. Donc eux, tout juste, ils sont en train de regarder cette égalité femmes-hommes, ils sont au tout début. C'est pour ça qu'il y a encore, comme on dit, beaucoup de choses à faire avant qu'on atteigne
potentiellement cette égalité. Donc encore des grosses marges de progrès. Peut-être, je pense que nous avons encore le temps pour une troisième question des internautes. Alors, on dissocie souvent enjeux sociaux et environnementaux, nous dit un internaute. Est-ce à tort? Qu'en pensez-vous? Qui veut répondre? Peut-être Fanny. Moi, je veux bien répondre en partie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les enjeux environnementaux et l'égalité femmes-hommes, en particulier l'égalité de genre, sont des enjeux transversaux. Et on voit bien que ce sont aussi des enjeux globaux, donc au niveau global. Et ce qu'il faut absolument éviter, c'est qu'il y ait un effet d'éviction. Donc nous, on met en lumière la complémentarité du rôle des femmes, notamment dans les économies plutôt émergentes ou des pays en développement, qui ne peuvent atteindre leurs objectifs économiques et de développement humain que par l'autonomisation en particulier des femmes, et donc aussi qu'elles jouent un rôle central dans les transitions écologiques, puisque ce sont souvent les femmes qui sont aussi, même dans nos régions, décisionnaires sur des choix stratégiques, notamment les choix environnementaux, les choix énergétiques dans le foyer, les choix au niveau des transports, de la consommation aussi, et qui sont bien plus actrices. Bon, on n'a pas de bilan carbone genré encore, mais elles ont un bilan carbone certainement bien moindre, en particulier que les hommes, puisqu'on voit notamment qu'elles prennent plus les transports en commun, qu'elles recyclent, etc. Donc il y a aussi un volet, je dirais, social et culturel, qui fait que les femmes peuvent être vraiment au cœur de la transition et qu'il faut qu'elles soient, qu'on leur donne les moyens et qu'elles soient autonomisées, qu'elles soient mises en valeur dans ce rôle. Très bien, le sujet est vaste et passionnant, mais nous arrivons au terme de notre émission. Donc il me reste à vous remercier toutes les trois d'avoir participé à ce webinaire. En conclusion, on retiendra que l'égalité femmes-hommes est un enjeu majeur de développement durable et que c'est aussi un vecteur de performance économique et financière, que nous avons tous un rôle à jouer dans cette transition vers une société plus juste et plus inclusive et que, bien sûr, les investisseurs ont un rôle à jouer eux aussi dans ce domaine. Merci à tous.